Je vous remercie pour votre invitation. Bonjour à tous. J'avoue que c'est peut-être un petit peu absurde d'être ici aujourd'hui dans les Calanques. Comme vous tous, j'ai été extrêmement ébranlé par les attentats qui m'ont touché à différents niveaux. Vendredi dernier, je me suis dit, mais pourquoi aller rencontrer des bibliothécaires en mathématiques dans les Calanques? J'ai peut-être d'autres priorités. Et néanmoins, je suis venu peut-être grâce à une rencontre que je voulais vous raconter rapidement pour résumer finalement mon intervention, et qui fait quelques liens avec l'intervention précédente concernant le fait que peut-être dans ce contexte particulier, il me semble que les bibliothèques ont toujours un sens, et que notre travail en tant que bibliothécaire est de continuer à générer ce sens, mais dans un monde qui a profondément changé. La petite histoire, c'est que le hasard de la vie fait que j'ai un filleul qui s'appelle Victor, qui a 18 ans, qui habite Marseille et que je n'ai jamais rencontré depuis son baptême. Et donc en fait, je l'ai rencontré hier soir, 18 ans après. Et Victor, en fait, il est en maths P. Donc il fait des maths, il adore les maths. Et il y a une autre chose qu'il aime, c'est la guitare. Et donc je me disais 18 ans plus tard, comment communiquer avec lui, moi qui ne suis qu'un bibliothécaire et qui a priori n'a rien à voir avec lui. Donc vous qui êtes documentaliste ou bibliothécaire face à des matheux, c'est quelque part la même rencontre que j'ai faite en accéléré hier soir. Et je me dis, mais tu sais, c'est quand même assez étonnant que autant de mathématiciens soient aussi très forts en musique. Et pourquoi y a-t-il dans le cerveau peut-être des liens entre mathématiques et musique? Et donc du coup, en bibliothécaire, je lui parle d'un livre qui parlait de ce sujet-là, un livre de Thomas Mann qui s'appelle Le Docteur Faustus. Et là, la première chose que fait Victor, qui avait retrouvé ma trace par Facebook, c'est d'aller sur Google, puis sur Wikipédia, et depuis son smartphone, d'immédiatement scanner ce livre, en tout cas le contenu, les références, les commentaires, la description et le résumé, pour dire « Ah ouais, ok ». Et je me suis dit finalement, ce que je fais aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est très lié à cette petite histoire, c'est-à-dire Victor, à côté de sa table de nuit, qui est dans une chambre dans un état déplorable, des livres en papier, même Andromaque, j'ai vu, et pas seulement des traités de maths et des manuels pour préparer ce qu'il a préparé, c'est-à-dire les écoles d'ingé. En fait, il est constamment branché sur son smartphone, c'est pas pour autant qu'il est idiot, simplement il fonctionne autrement. Et je me suis dit, moi, en tant que bibliothécaire, finalement, pour faire sens pour Victor, eh ben, je dois me trouver juste dans cette petite zone qui n'est pas un catalogue de bibliothèque, qui est quelque chose qui est très proche de sa main, de ses yeux, de son corps, et qui est son réflexe pour aller chercher de l'information dont il est dans une interaction sociale avec quelqu'un. Et donc finalement, le Linked Open Data, par rapport à la problématique des catalogues, de mon point de vue et aussi du point de vue de la question du sens de ce que font les bibliothèques, c'est une manière d'éclairer cette situation et d'aller de l'avant et de penser positivement à Victor, qui a 18 ans et qui doit grandir dans un monde où on fasse du sens. Donc on va essayer de faire du sens. J'ai un petit peu moins de temps que ce qui était prévu. C'est vrai que je travaille dans une bibliothèque, comme Louis Clé l'a dit, qui est antidiluvienne et mal commode. Mal commode, sans aucun doute, même si on a entendu aussi de la part de ces chercheurs qu'elle était extrêmement calme et qu'on pouvait s'y concentrer. J'ose espérer que ce n'est pas sa seule vertu et qu'elle a aussi une capacité d'innovation pour s'ouvrir à ces nouveaux usages, qui sont plus nouveaux d'ailleurs, à ces usages, et tout simplement se connecter avec la réalité. Ça a été dit, mais je voulais juste le préciser. Mon parcours, il est un petit peu atypique puisque dans la bibliothèque, ce qui m'a d'abord intéressé, ça a été d'archiver le web, ce qui est un projet un petit peu insensé, et quelque part de faire rentrer, c'est cette boîte de conserve que vous voyez ici, faire rentrer l'immensité du web dans le patrimoine, dans l'objet bibliothèque. Et aujourd'hui, enfin depuis 5 ans, je fais peut-être un peu l'inverse, c'est-à-dire essayer de mettre la bibliothèque dans le web, et là où se trouvent les internautes, dans leurs usages, dans leurs mains, sur leurs doigts. Et à ma main, justement, pour réussir ce pari, j'ai peut-être pas les 3 mousquetaires, vous reconnaissez ce logo, mais j'ai des vieilles données bibliographiques qui ont été faites dans un format que vous connaissez, qui est le format MARC. À la BNF, on a une saveur particulière qui est l'Intermarc. Donc des données qui sont issues de décennies de catalogage par des bibliothécaires, qui ont été mis dans des formats informatiques extrêmement riches et que seuls les bibliothécaires connaissent.
donc tout à fait inexploitable dans un environnement numérique en tant que tel. Et un projet dont j'ai la charge et dont je vais beaucoup vous parler ce matin, qui s'appelle databnf.fr, qui est un projet qui illustre en fait cette démarche de pousser les données des bibliothèques, ces données historiques et les données courantes, vers le web sémantique. Donc mon plan en 3 parties. D'abord, je vais revenir un petit peu sur ce que je viens de vous résumer avec l'histoire de Victor, c'est-à-dire pourquoi cette entreprise, pourquoi aller dans cette direction-là. Ensuite, je vais essayer d'illustrer concrètement, mais je crains malheureusement que le temps me manque pour faire une véritable démonstration, mais comme vous êtes des adeptes de la mise en application, vous irez voir par vous-même ce que j'aurais voulu vous montrer, toutes les clés seront dans la documentation, et puis peut-être 2-3 mots de perspective et de questionnement. Donc, finalement, c'est comment on passe du tiroir au nuage, comment exploiter une information extrêmement riche historiquement, qui a la grande vertu d'être normalisée dans une communauté professionnelle qui est finalement très cohérente par rapport à d'autres secteurs métiers, vers un marché, une assiette, un périmètre d'usage beaucoup plus vaste, qui n'est plus celui de la bibliothèque en tant que telle, mais qui est celui du web et des internautes en général. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, une bibliothèque ne peut plus se penser exclusivement par rapport à, en tout cas, une bibliothèque nationale, à un public qui fréquente ces murs. Si je résume en bref notre histoire de bibliothécaire avec le web, que certains d'entre vous pourraient résumer ou ont peut-être vécu ou pas, car je vois pas mal de visages assez jeunes. Au commencement du web, les bibliothécaires avaient peur du web et surtout le méprisaient beaucoup, c'était de la cochonnerie. Donc les catalogues de bibliothèques se sont vraiment construits à cette époque-là, donc on parle de la fin des années 90, contre le web, pour dire nous sommes mieux, notre information est plus structurée. Le problème, c'est que très rapidement, les gens qui n'étaient pas encore Victor, mais qui annonçaient Victor, se sont détournés de ces catalogues pour aller sur Internet de toute façon. Donc là, on a fait un petit effort d'acculturation. C'est dit finalement, le web, c'est pas si mal. Les contenus du web ont aussi considérablement évolué, se sont enrichis, et on s'est mis à faire des catalogues en ligne. Donc le catalogue est passé sur le web. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une nouvelle phase où le catalogue en tant que tel disparaît. Ce catalogue devient totalement une application finalement de back-office. C'est un outil extrêmement utile, mais qui est essentiellement un outil de production, et que ce sont avant tout les données, non pas le système du catalogue, qu'il s'agit de mettre à la merci et faire fonctionner selon les principes du web, qui finalement est devenu, comme pour Victor, le catalogue. Vous connaissez sans doute ce schéma qui est la cartographie du web sémantique, c'est-à-dire tous les jeux de données qui ont commencé à être publiés sur la toile selon ces principes et les standards du web sémantique, également appelé web de données, web of data. Pour moi, clairement, notre rôle en tant que bibliothèque, c'est d'être aussi au centre que possible de ce nuage, et de faire en sorte que les données, notamment les données françaises, produites par les entités françaises, aient une bonne place dans ce nouvel écosystème qui est finalement une grande autoroute à partir desquelles de nouvelles applications, de nouveaux usages qui ne sont pas propres aux bibliothèques vont être construites. Alors, quelques définitions. Link Open Data, c'est le terme à la mode, on parle de LOD, ne pas confondre avec LOL. C'est d'abord du lien et c'est ensuite de l'ouverture. Sachant que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Vous allez trouver des données qui sont liées mais qui ne sont absolument pas ouvertes juridiquement. À l'inverse, vous avez des établissements extrêmement entreprenants et militants qui ouvrent leurs données, mais ce sont des données totalement à plat ou extrêmement complexes qui ne sont pas en fait liées en tant que telles et ne sont donc pas exploitables. Donc la solution magique, c'est d'arriver à faire les deux, et c'est ce qu'on essaie de faire à la BNF. Qu'est-ce que ça veut dire des données liées? En gros, ça veut dire qu'on va restructurer l'information telle qu'elle a été encodée dans les formats bibliographiques classiques, donc les formats marques, pour les mettre aux normes avec le formalisme ou le langage RDF. RDF, il va conduire à atomiser les éléments de données que vous avez dans une notice bibliographique classique pour qu'on puisse interroger, manipuler l'information au niveau de ces éléments de données. Donc on n'est plus dans une notice où il y a je sais pas, l'auteur, le titre, une indexation, etc., mais pouvoir agir et créer des liens au niveau de chacun de ces éléments de données.
La bonne nouvelle, c'est que la tradition française a fait que les manières dont on a informatisé les catalogues en France, contrairement à ce qui s'est passé pour le coup à la Bibliothèque du Congrès, eh bien, nous a conduit à informatiser les liens entre ces différents niveaux d'information très tôt, en fait depuis 40 ans, dans nos données historiques. Ce qui fait qu'en fait, par rapport à d'autres pays ou d'autres catalogues nationaux, on a la chance de pouvoir convertir assez facilement ces micro-liens au sein de la notice en éléments qui correspondent au format LIS RDF, donc sujet, prédicat, objet, et qui vont permettre du coup de faire une exploitation par les machines à un niveau finalement beaucoup plus fin au niveau de la granularité de l'information de ces éléments de données. Et puis surtout, le RDF, c'est un langage extrêmement courant sur Internet, et pour manipuler des données RDF, vous n'avez pas besoin d'être bibliothécaire, alors que si vous donnez un paquet de notices en marque à quelqu'un qui est un réutilisateur ou un programmeur qui n'est pas du monde des bibliothèques, il va vous les rendre en disant « revenez me voir avec quelque chose de comestible ». Donc l'IA, avant tout, c'est ça. Je ne rentre pas ici trop dans la technique, mais je pointe juste les éléments qui sont essentiels pour réussir cette conversion du MARC vers le RDF. C'est d'abord les identifiants. Comme vous le savez, le web est un vaste système d'adressage, et donc un objet ne peut pas exister sur le web s'il n'a pas un identifiant. Donc la question de la création, de la maintenance, de l'assignation d'identifiants qui soient pérennes, qui soient actionnables, c'est-à-dire cliquables, et qui soient normalisés pour permettre l'interopérabilité avec d'autres jeux de données est absolument essentiel. Donc beaucoup du travail qu'on va faire autour du web sémantique va consister à s'interroger sur ces identifiants, à choisir les bons, à aligner les identifiants, et c'est ça qui va permettre de créer du lien et donc du coup de la navigation, du rebond entre des informations. L'autre élément important d'un point de vue conceptuel, c'est ce qu'on va appeler les référentiels. Donc c'est un terme qui a une certaine polysémie dans le monde de la documentation. Dans mon contexte, je parlerai de référentiel quand je fais référence aux fichiers d'autorité. Donc fondamentalement, et j'y reviendrai pas mal, la grande révolution qu'on a d'un point de vue un petit peu épistémologique dans ce monde bibliographique, c'est que ces fameux fichiers d'autorité qui s'opposent ou complètent les notices bibliographiques, elles sont là au départ pour indexer le contenu des documents. La description bibliographique, elle dit ce qu'il y a sur le document, elle reprend, et c'est les normes de catalogage, sa page de titre, elle finalement reproduit, le catalogueur reproduit ce à quoi le document, la manière dont il se présente, alors que l'indexation, qui est issue d'une analyse humaine du contenu du document, elle conduit à créer des notices d'autorité. Donc les autorités, c'est des concepts, c'est par exemple les auteurs, donc les identités, les entités publiques ou privées qui sont à l'issue de la création de l'œuvre. C'est bien sûr les sujets, par exemple le référentiel Rameau, qui est beaucoup utilisé en France et dans les pays francophones. Mais ça va être aussi, parmi ces sujets, des entités qui sont en train de s'autonomiser parce qu'ils ont une telle valeur, en particulier les lieux, donc toute l'information qui concerne les noms des lieux, et aussi la certification que ce lieu est bien celui-là, qui est extrêmement important compte tenu des applications en termes de géoréférencement des données. Donc, finalement, ces ensembles de référentiels, qui sont des thésaurus, des vocabulaires, vont jouer un rôle extrêmement important dans le web sémantique. Pourquoi? Parce que Victor, quand il cherche Dr Faustus, ou quand il cherche musique et mathématiques, son point d'entrée dans sa recherche n'est pas la recherche d'une édition particulière ou d'une ressource particulière. Il s'en fiche même de savoir si c'est un livre, un article, une ressource audiovisuelle. En fait, il veut de l'information sur quelque chose. C'est comme moi, si je vais à Lumini, je m'en fiche d'avoir le guide touristique de Lumini ou le plan d'accès de l'université. Je veux en fait des ressources pour me rendre à Lumini. Donc, le web a vraiment poussé à une recherche beaucoup plus intuitive, où on cherche depuis un concept et on trouve des ressources qui ont une certaine forme. Alors que jusqu'à présent, l'accès et le fonctionnement dans la bibliothèque, c'était précisément l'inverse, aussi par nécessité. On cherchait une édition, un type de document, une ressource qui avait un nom, une localisation, une forme, et de là, on en déduisait ou on en retrouvait les contenus. Ça s'est inversé, et du coup, les notices d'autorité ou les référentiels se trouvent vraiment au premier plan, et c'est un point d'attention du point de vue de la production et du travail des bibliothécaires qui cataloguent encore, c'est qu'on est vraiment de plus en plus à pousser la priorité sur l'indexation par rapport à la description bibliographique qui, elle, peut de plus en plus être récupérée à la source auprès des éditeurs. Donc ça change aussi l'économie du travail. Donc pour lier les données, en gros, il faut faire un ensemble de démarches et de chantiers, mais qui s'appuient sur ces principes et sur ces éléments importants. L'ouverture, elle est d'abord technique,
c'est-à-dire en employant un langage ou un formalisme comme RDF qui est beaucoup plus accessible aux populations des internautes au sens large et aux ingénieurs au sens large, eh bien on est déjà dans une démarche d'ouverture. On sort du format propriétaire des bibliothèques. Mais la corollaire de ça, c'est évidemment l'ouverture juridique, donc autour de l'open data. Beaucoup de débats idéologiques, économiques, politiques, c'est-à-dire en lien avec la réforme de l'État et la notion d'open gouvernement qui nous vient des pays anglo-saxons, eh bien, comment et dans quels termes mettre à disposition les données publiques. Parmi ces données publiques, il y a évidemment les données des bibliothèques, plus précisément, dans mon cas, les métadonnées, les données des catalogues. Donc là, je vous fais juste un petit focus là-dessus sur la politique de la BNF en matière d'ouverture de ces métadonnées. Donc je précise bien qu'il s'agit des métadonnées, non pas des documents numérisés. On a en 2014, ça a été un combat de conviction pendant plus de 3 ans, décidé d'ouvrir toutes les données produites par la BNF et qui sont dans tous ces catalogues, sous toutes leurs formes, par la licence qui avait été conçue par l'Etalab. L'Etalab, c'est une agence gouvernementale qui a travaillé sur cette question d'ouverture des données publiques et qui préconise un type de licence que dans le monde des communs anglo-saxons, on dirait c'est du CC BY, c'est-à-dire Creative Commons avec mention d'attribution. Ça signifie que toute personne qui trouve ces données de la BNF peut les réutiliser, y compris à des fins commerciales, avec comme seule obligation d'en citer la source. Et donc là, vous voyez dans notre petit jargon en haut les différents types de formats dans lesquels les informations bibliographiques sont mises à disposition aujourd'hui. Donc le MARC historique, le AD, puisque je ne sais pas s'il y a parmi vous des archivistes ou des gens qui pratiquent le AD, mais c'est vraiment un format qu'on utilise de plus en plus à la BNF pour encoder les documents d'archives et certains manuscrits. Le Dublin Core, qui est beaucoup plus pauvre mais beaucoup plus portable, qui nous sert notamment à diffuser assez largement et assez simplement par le biais des entrepôts OAI, des références vers les documents numérisés dans Gallica. Et puis le petit dernier, donc le RDF, qu'on va retrouver depuis databnf.fr que je vous présenterai tout à l'heure. En regard de ces types de formats, vous avez les différents protocoles, depuis le très ancien Z3950, en passant par le SRU que vous connaissez, l'OAI-PMH pour le Dublin Core, et donc le nouveau mot à connaître et le nouveau langage à apprendre pour manier du RDF, c'est le Sparkle. Voilà, donc pour l'ensemble de ces manipulations, l'ensemble de ces données, on a donc une politique d'ouverture avec obligation de mention de la source, qui peut se faire tout simplement au niveau de la donnée elle-même, qui contient de manière codée l'origine de l'institution source. Donc tout ça, pourquoi faire? Finalement, je résume ce que je vous ai déjà raconté intuitivement avec l'histoire de Victor, mais en allant peut-être un petit peu plus loin du point de vue interne de la bibliothèque, aussi du point de vue de l'économie de sa production et de la cohérence de son action. Premier point, c'est être plus visible, c'est-à-dire globalement faire en sorte que quand quelqu'un va sur son moteur de recherche favori, quand il tape quelque chose qu'il cherche, il soit susceptible de trouver en bonne place une référence qui vienne du monde des bibliothèques. Et donc je reviendrai sur les résultats de cette approche, mais fondamentalement, on est dans une compétition avec d'autres acteurs culturels pour être dans la première page de Google avec des ressources bibliographiques. La deuxième chose, qui est donc du coup plutôt un souci de lisibilité et aussi de mise en cohérence des circuits de production internes. Typiquement à la BNF, on a des catalogues qui sont stratifiés, correspondant à différentes époques, différents types de documents, différentes initiatives, différentes politiques finalement, et tout ça n'est absolument pas lisible pour l'usager. La beauté du Link Data, c'est que ça va vous permettre de mettre en relation des entrepôts de données qui ont été produits dans des contextes différents ou qui sont structurés différemment. Et donc par rapport au paradigme technologique précédent, on voulait absolument tout mettre dans une même base de données, toujours la base de données magique, avec un accès unique parce que tout serait structuré pareil. En fait, on sait très bien que ça ne marche pas, en tout cas pas à une certaine échelle. Donc l'idée, c'est de vivre avec les différences de ces différents types de silos de données, ces différents circuits de production qui sont associés, mais de faire en sorte qu'au niveau du dessus, au niveau de la diffusion, ça se parle, ou plutôt ça se lit.
Donc vous verrez dans les exemples que je n'aurai pas le temps de vous présenter que par exemple des ressources qui portent sur, je sais pas, un mathématicien comme Pierre de Fermat, eh bien la recherche dans Data BNF depuis Google va vous permettre à la fois de faire remonter des documents qui sont issus du catalogue général de la BNF, donc des notices bibliographiques en marque, mais aussi en fait des documents qui sont issus du catalogue des archives et des manuscrits, puisque ce sont des vieux manuscrits ou des pièces d'archives, mais aussi bien sûr des documents numérisés dans Gallica de ou sur Pierre de Fermat. Et en fait, ça va permettre de générer des pages ou des entrées uniques sur l'ensemble de ces ressources et donc de fédérer pour l'usager d'une manière beaucoup plus fluide la navigation entre ces différents silos de données. La notion de partage d'économie aussi. On est globalement dans une situation, vous en êtes conscient je pense en tant que gestionnaire de l'information, où avec l'arrivée du numérique, qui n'est plus une arrivée, qui est un fait, qui est une réalité, nous devons gérer de plus en plus de quantités de données avec des ressources qui sont au mieux constantes. Donc on est obligé de penser autrement. C'est probablement naturel pour des gens comme vous qui êtes déjà inscrits dans des réseaux extrêmement structurés. Enfin, le réseau des mathématiques est connu pour ça, avec une communauté de partage extrêmement forte. Mais pour une institution dont on a dit beaucoup de mal tout à l'heure, comme la BNF, très isolée et qui se sent très omnipotente, c'est une petite révolution, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire considérer tout d'un coup qu'on ne va plus ou qu'on ne peut plus tout faire tout seul et qu'on s'inscrit forcément dans des réseaux, que ce soit au niveau national avec l'ABES et le SUDOC de manière évidente, ou que ce soit au niveau international avec des gros acteurs comme OCLC, en étant vigilant bien sûr sur le maintien d'une maîtrise des données. Et donc en fait, on va travailler par plein de bouts à essayer de récupérer de l'information là où elle est déjà bien faite sans refaire le travail. C'est vrai en particulier dans le cas de la BNF et dans le cadre du dépôt légal. Je ne suis pas d'accord sur le fait que le dépôt légal est l'enfant de la censure. François Ier était quelqu'un de beaucoup plus sympathique et cultivé pour limiter son souhait et l'ordonnance de Montpellier à ce souhait de censure. Eh bien, on va être vraiment dans une recherche de coopération avec les éditeurs français pour récupérer un maximum de métadonnées à la source des maisons d'édition ou des agrégateurs pour avoir moins de travail à faire au niveau de la description bibliographique et concentrer l'effort sur la description des autorités. Donc ça veut dire quand même qu'on va se retrouver dans un monde du web où, comme vous le savez, l'enjeu de la confiance est assez central. On trouve beaucoup d'informations et le problème, c'est le tri. Et donc, la tactique ou la politique qui va aller de pair avec cet investissement du web sémantique, ça va être de chercher d'autres acteurs à qui la BNF, qui est quand même un lieu de confiance, va décider de faire confiance pour que pour l'usager, on puisse naviguer entre des silos qui soient un peu comme des continents labellisés au sein du web. Ça veut dire aussi dans l'autre sens, puisqu'on est dans une espèce de troc, je te donne de la donnée, tu me donnes de la donnée, qu'on va faciliter la réutilisation de ses propres données. Et cette réutilisation, elle peut être bien sûr par les bibliothèques, mais pas seulement, elle peut être aussi par d'autres types d'acteurs, j'aurai quelques exemples tout à l'heure. Et finalement, bon, ça c'est un petit peu mon dada, le monde des données, en fait, c'est un territoire fantastique pour générer de l'innovation. Et quand on parlait de donner du sens ou créer du sens, je pense que oui, la bibliothèque est certes un lieu de concentration, de temps long, de silence, mais c'est aussi pour moi un lieu de fabrication de choses nouvelles, de services nouveaux, de mise à disposition des usagers eux-mêmes de ressources pour qu'ils inventent ce dont ils ont besoin. Donc cette dimension d'innovation, eh bien, elle est extrêmement porteuse autour de cet univers technologique du web sémantique. Donc de ce point de vue-là, et en résumé, ce qu'on fait avec Data BNF, ça répond à ces trois grands objectifs, visibilité, lisibilité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est cette notion de cohérence, et être utile, être réutilisable. Et on a vraiment deux cibles avec ce produit. Des humains, bien sûr, qui vont utiliser le site Data BNF comme une interface vers laquelle ils vont aller, sur laquelle ils vont chercher de l'information, en trouver, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, par des robots. Donc l'information est vraiment pré-mâchée, exposée, structurée pour être exploitable directement par des machines, moteurs de recherche ou tout autre type de robots qui font du moissonnage et qui font du calcul autour de l'information sur Internet. Alors ceci étant dit, parce que ça m'a été parfois reproché, ou parce que je vois parfois des gens qui, un peu séduits par cette approche-là, pensent que ça va résoudre tous les problèmes, il faut bien recadrer cette histoire.
Le LOD, donc le Library Open Data, ouais. C'est un principe de large diffusion et un encouragement à la réutilisation. Il se trouve, et c'est un hasard heureux de l'histoire, mais ce ne sont pas deux choses qu'il faut lier mécaniquement, que ça a rencontré une vieille préoccupation des bibliothécaires qui, avant même qu'Internet s'impose, avaient envisagé de restructurer l'information bibliographique avec le modèle FRBR, dont je soupçonne que vous le connaissez, donc je ne vais pas le définir ici. Mais en gros, le modèle FRBR, c'est la conséquence de ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on va chercher l'information davantage depuis les entités ou les autorités pour tirer ensuite vers les données bibliographiques ou les manifestations. Donc le modèle FRBR, fondamentalement, il va changer un peu la vision globale de la structure des données pour aller vers un usage plus intuitif et un usage aussi qui est adapté à la gestion des collections numériques. Parce que vous avez une multiplication d'éditions, notamment numériques, pour la même œuvre, et donc il va aider au regroupement de cette information. Mais en fait, les FRBR ont été publiés en 1998, à cette époque le web était encore assez jeune, et il s'est trouvé que l'avènement de l'Internet grande échelle et des technologies d'une ligne data ont rencontré la maturation de cet autre chantier qui était la FRBrisation des catalogues. Cette rencontre n'était absolument pas nécessaire au sens où les choses auraient pu advenir dans un ordre différent. Il se trouve qu'aujourd'hui, elles sont sur le même agenda. Voilà. Et je voulais vous poser ces deux choses pour ne pas croire qu'elles sont l'une est induite par l'autre. C'est un accident heureux de l'histoire. Par ailleurs, vous entendez beaucoup parler d'évolution des règles de catalogage et notamment du code de catalogage RDA. Là encore, c'est une conséquence du fait qu'on a publié les FRBR et qu'on a choisi de faire évoluer les modes de production bibliographique. Mais on peut parfaitement aller dans le web sémantique sans rien savoir de RDA ou s'en occuper. D'accord ? Donc ce sont des mots que vous voyez toujours un peu comme une sauce à la crème dans les mêmes conférences mis tous ensemble, FRBR, RDA, etc. Un web sémantique. Attention, ces choses répondent à des besoins différents. Elles se trouvent juste dans le même agenda aujourd'hui. Et ce n'est pas la panacée, c'est-à-dire que ce que je vous présente aujourd'hui avec un point de vue qui est celui de la Bibliothèque nationale de France ne répond absolument pas, ou de manière extrêmement marginale ou périphérique, à d'autres priorités, notamment dans les bibliothèques universitaires. Le signalement de la documentation électronique au niveau de l'article, qui est une réalité en termes de priorité. Et bien, tout ce dont je vous parle n'est pas du tout une réponse à ce type de problème, ni au changement d'un système informatique. Donc c'est juste un élément de toile de fond important ou une mise à disposition de données qui, à un moment donné, peut intervenir de manière intéressante dans la recherche d'une solution pour un établissement. Mais ce n'est pas la solution. C'est ça que je voulais vous dire. Alors du coup, je fais un petit détour pédagogique, un petit peu pour enfoncer le clou, juste sur des définitions, parce que les gens mélangent vraiment tout. Donc je reviens maintenant tout le temps sur quelques fondamentaux. Quand on parle du format, il s'agit vraiment du véhicule ou de l'environnement d'informatique dans lequel l'information bibliographique est présentée. Donc quand on parle de marque, aujourd'hui vous avez à la Bibliothèque du Congrès une discussion autour de BibFrame, qui est un environnement technique qui serait la suite de marque, en tout cas c'est comme ça que les Américains le présentent, eh bien on parle bien du format d'encodage tel que la machine va le trouver. D'accord ? Là où on a un problème qui est presque culturel en France, c'est comme les catalogueurs ont appris à cataloguer en marque, comme vous le savez, ils parlent en dollars. Dollar machin, dollar truc, etc. Et il y a une confusion entre ce langage et la réalité de ce dont on parle. Ceci est un format informatique. Simplement, les bibliothécaires, très tôt, se sont mis à parler comme des machines. Et donc, ils vont parler en dollars ou en format informatique, alors qu'en réalité, la couche conceptuelle qui est en dessous est plus importante et différente. Parce que vous pouvez exprimer un modèle de données, je vais y revenir, dans différents formats. Donc les deux ne sont pas forcément liés, c'est des questions de choix dans une architecture, dans une politique de normalisation. À propos du format, je souligne juste une petite problématique, parce qu'elle est assez essentielle sur toutes ces questions. Vous avez une tension entre format de production et format de diffusion. Donc il y a en particulier un peu le mythe que le format qu'on choisit pour la production, donc au moment où je catalogue, où je produis mes données, va déterminer les modalités de la diffusion. Eh bien, pas forcément. À la BNF, on continue de cataloguer aujourd'hui en marque, mais on a trouvé des moulinettes assez intelligentes pour transformer ça en RDF. Et donc, on fera basculer la production plus tard, quand on aura les moyens, et qu'on aura fait aussi la preuve que l'exposition RDF répond bien aux objectifs qu'on ciblait. Donc, vous pouvez avoir en cohabitation des formats de production et de diffusion qui sont différents.
La deuxième chose, qui est liée à la richesse ou à la pauvreté des données. Donc, en gros, vous avez le choix en être riche et isolé, ou pauvre et populaire. C'est un peu la tension habituelle sur les formats de données. Donc, typiquement, l'intermarque BNF, qui est extrêmement riche, est très difficile à véhiculer, à faire circuler, à disséminer. Par contre, le Dublin Core, qui est plus pauvre, lui, est extrêmement facile et beaucoup plus portable, mais évidemment, on a perdu du contenu. Donc, vous avez toujours cette tension entre la richesse de l'information que vous mettrez à disposition et sa portabilité. Alors, ce qui est très intéressant avec le web sémantique, c'est que vous allez avoir la possibilité de présenter toute l'information que vous voulez et laisser les gens se servir en fonction de leurs besoins. Et ce qui permet finalement de sortir de la tension. La préconisation, c'est de mettre tout ce que vous avez sur le web et de faire en sorte que les gens puissent se servir selon leur goût. Donc ça, c'est le format. Le code, c'est les règles de catalogage ou les règles de description. C'est les consignes finalement. C'est ce qu'on dit aux professionnels pour qu'ils cataloguent, structurent l'information depuis un système en production. Donc en France, on est toujours sur les normes de catalogage AFNOR. Dans le monde anglo-saxon, c'est les Anglo-American Cataloging Rules deuxième génération, avec une guerre historique et très diplomatique entre les normes AFNOR, ou en tout cas les normes de certains pays européens, et les normes anglo-saxonnes. Et aujourd'hui, donc, on est dans un débat, une convergence, une démarche autour du code de catalogage RDA et la perspective en France de l'adoption d'un profil français de RDA. On ne serait pas capable d'adopter le code en l'état, parce que nous sommes trop particuliers, mais on va quand même vers un profil français de RDA. Donc ça, c'est le code. Donc les catalogueurs s'intéressent surtout à ça. Et finalement, le modèle, donc ça c'est vraiment l'entité sublime au-dessus, c'est ce dont je vous parlais, c'est les FRBR. Et pareil, les FRBR sont un modèle de données, donc un modèle de données, par définition, il est censé être agnostique de tout code ou de tout format. Et donc, on va avoir ici résumé ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire tous les glissements de schémas qui vont nous conduire à pousser les autorités, ce que les Américains appellent les entités ou les concepts, tout au-dessus de la pile de la recherche d'informations, puisque c'est par là que l'usager cherche. Voilà, alors je regarde ma montre qui est posée là, d'accord, je n'ai plus qu'un quart d'heure. Alors je crois que je vais être malheureusement obligé de zapper les exemples sur DataBNF, parce que ces démonstrations prennent toujours un peu plus de temps. Je vous montrerai juste comment les faire vous-même. Voilà. En résumé, qu'est-ce que c'est que DataBNF? C'est, en fait, je vous l'ai déjà dit, en termes de stock de données, c'est quand même toutes les collections numérisées qui sont issues de Gallica. Donc aujourd'hui, Gallica, c'est quand même plus de 3 millions de documents. Ce chiffre de 3 millions, il est à mettre en relation avec le nombre de notices qu'il y a à la BNF, 13 millions. Donc c'est peu, mais c'est quand même pas mal, 3 sur 13, par rapport à l'immensité des collections. Et le fait que Gallica soit quand même aussi au cœur de DataBNF, que DataBNF, quelque part, est une sorte de rabatteur d'audience pour Gallica sur Internet, est vraiment important, parce que Victor, quand il va chercher des choses sur Internet, la référence bibliographique sans accès au texte intégral, il s'en fiche un peu. À la limite, il ira en librairie, ou peut-être qu'il poussera son chemin jusqu'à une bibliothèque, mais ce n'est pas gagné. Et s'il trouve quelque chose dans Wikipédia ou sur Internet Archive, il prendra cette ressource. Donc il faut absolument que le travail sur l'ouverture et la mise à disposition des données bibliographiques soit assorti d'une mise à disposition des contenus eux-mêmes. C'est aussi pour ça que la démarche Open Access et la démarche Open Data ou Open Metadata sont des démarches qui peuvent complètement fonctionner ensemble dans une même stratégie. Et donc après, on a des notices bibliographiques de différents types. Là, par exemple, tout ce qui est en EAD pour les archives et manuscrits, donc ce sont plutôt des collections muséales de la BNF, ou le catalogue général, qui est le catalogue source de la plupart des données. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va créer des alignements entre ces ressources propres à la BNF et des ressources produites par d'autres. En particulier, on a beaucoup travaillé, on continue de travailler beaucoup avec évidemment tout ce qui est alignement avec le SUDOC et IDRF, mais aussi avec WorldCat au niveau global, via quelque chose que vous devez connaître qui est VIAF, le fichier international des autorités virtuelles, qui est vraiment le fichier pivot pour faire se parler les autorités qui concernent les personnes, les créateurs. Et puis, c'est un peu une petite révolution culturelle pour la BNF, on a fait le choix de s'aligner avec Wikipédia, ou plus exactement Wikidata. Donc si vous ne connaissez pas bien la différence, Wikidata qui est en train de se construire, c'est une sorte de hub central pour l'ensemble des Wikipédia nationaux.
et dans lequel on va trouver finalement une grosse base de données sur l'ensemble des concepts. En fait, c'est un énorme fichier d'autorité et des identifiants qui vont pouvoir ensuite être utilisés par les différents Wikipédia nationaux selon leur goût. Donc on va avoir une circulation de données dites de référence qui viennent de la Bibliothèque nationale vers des données d'autres bibliothèques ou de beaucoup d'autres opérateurs comme Wikipédia, à qui on a décidé de faire globalement confiance, puisque dans cette nouvelle économie du web sémantique, la notion de confiance et la notion de provenance sont essentielles. Victor n'est pas idiot, il sait regarder la source de son information. Peut-être c'est parce qu'il est en maths spé, c'est peut-être pas si simple pour tout le monde, mais d'une manière générale, les gens ont pris l'habitude quand même de regarder d'où ça vient. En tout cas, on leur apprend de plus en plus. Et si je suis sur le site de la BNF et que j'atterris sur Wikipédia, j'ai quand même vu que ça avait changé de page d'accueil et je suis capable d'avoir des degrés de confiance à l'information qui soient quelque part à géométrie variable en fonction de cette analyse de la provenance de l'info. D'où l'intérêt à ce que l'information circule, mais toujours associée à sa provenance, à sa source. Et c'est une des motivations pour lesquelles on a ouvert nos métadonnées sous forme CC BY et non pas sous forme CC0, c'est-à-dire en incitant fortement à la citation de la source. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Data? Finalement, on trouve tout ce que vous trouvez dans les fichiers d'autorité de la BNF, des informations sur les personnes et les organisations et les collectivités. Et ça, c'est vraiment très, très important, parce que, comme vous le savez, on est de plus en plus dans des problématiques de gestion de droits autour de la production numérique. Donc, savoir qu'une personne est l'homonyme d'une autre, ou que c'est le synonyme de telle autre, eh bien, c'est absolument essentiel pour éviter de faire d'énormes bourdes, mais c'est aussi pour la recherche un enjeu fondamental du point de vue de la bibliométrie, et puis tout ce qui va être globalement analyse de la réputation numérique. Donc le travail sur les personnes et les collectivités, donc aussi les affiliations du point de vue de la recherche auxquelles les auteurs sont associés, c'est un travail et un chantier absolument prioritaire aujourd'hui. On trouve donc après des œuvres, finalement c'est les titres des manifestations raccrochés à ces grappes d'œuvres qu'on va trouver du coup sous de très nombreuses manifestations différentes. Vous avez là des exemples qu'on retrouve d'ailleurs dans la manière dont les codes de catalogage sont présentés et les différentes fonctions associées aux créateurs par rapport au type d'édition que vous avez là. Donc une œuvre interprétée, éditée, manuscrite, numérisée. Et ça va être extrêmement utile pour affiner la recherche par rapport au type de document qu'on utilise. Et puis donc là, c'est plutôt les sujets. Et ceux qu'on voit, je vous parlais tout à l'heure des lieux, extrêmement importants pour le géoréférencement des ressources. Mais de plus en plus, on voit apparaître un besoin d'autonomiser la notion de date, d'événement, de période parmi les sujets. Et puis tous les autres sujets, c'est-à-dire finalement toute forme d'approche de thésaurus ou de vocabulaire qui est utile à l'indexation des contenus du document. Donc, dans la data, on trouve ces différents types de données et des pages correspondant à ces types de données. On a des pages auteurs, des pages œuvres et des pages sujets. Et derrière, en dessous, en fait, les réservoirs de données qu'il y a et pourquoi ça fonctionne, ce sont les réservoirs de données et les fichiers historiques de la BNF. Simplement, on les a relookés, présentés autrement. Et si ça fonctionne bien, c'est parce que les données sources étaient de bonne qualité. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est que les données sources étaient de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie là-dedans. On peut effectivement utiliser les techniques algorithmiques d'alignement pour enrichir à un niveau semi-automatique l'information, mais si l'information source n'est pas de qualité, en fait, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un message très important pour les personnels, mais aussi pour les décideurs. Ceci ne remplace pas le catalogage, ça le sublime. Voilà. Donc je suis malheureusement obligé de faire l'impasse sur ma démo, ce qui est dommage parce qu'en fait je l'avais vraiment pensé pour un public intéressé en mathématiques. Vous retrouverez ces références qui vous permettront d'aller directement sur quelques cas d'exemple ou des usages que mes collaborateurs m'avaient préparés. Mais en fait, vous pourrez, en fait, depuis ces points d'entrée, soit depuis Google, soit directement depuis l'application DataBNF, naviguer dans des ressources qui illustrent ce que je viens de vous présenter. Alors, oui, mais c'est pas suffisant. Ouais. Vous verrez quickly.
Ce que je précise quand même, parce que j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont envie de tout simplement mettre les mains dans les données et voir concrètement comment faire ou comment travailler dessus avec des chercheurs, puisque vous êtes en contact avec des chercheurs, notamment en mathématiques. Donc c'est aussi pour ça que j'étais venu ici, parce que je trouvais que c'était intéressant comme public. Concrètement, quand vous êtes sur une page de DataBNF, vous avez la possibilité de récupérer les données de 3 manières. D'abord en bloc, donc vous avez ce qu'on appelle des dumps en anglais, dire des gros paquets de données qu'on peut télécharger. Enfin, vous pouvez télécharger toutes les données de DataBNF en 1 minute 30 à peu près, au format RDF, un gros bloc. Alors là-dessus, après, vous pourrez faire du data mining, de l'extraction, etc. Mais c'est quand même pardon, un peu gros. Donc vous pouvez tout prendre ou utiliser l'équivalent d'un set OAI ou d'un dump un petit peu plus spécialisé. On en a mis quelques-uns un peu plus segmentés à disposition. Donc tout ça, vous le téléchargez d'un coup, c'est la grosse vendange. Après, vous pouvez plutôt faire de la dentelle, notamment si vous voulez simplement utiliser une référence particulière pour l'intégrer à un site web, à un portail documentaire ou l'équivalent d'une bibliographie. Donc là aussi, j'avais des exemples où vous allez pouvoir en bas de chaque page, vraiment cliquer sur le téléchargement de cette page et sa réutilisation. Et là, c'est la nouveauté, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire comme vous voulez. C'est là que je vous dis 2-3 mots sur ce qui s'appelle le langage de Sparkle. Le langage Sparkle, c'est un langage de requêtage qui n'est pas très différent d'autres langages de requêtage. Simplement, il utilise un formalisme un petit peu plus complexe ou un peu nouveau qu'il faut apprendre. Et en fait, une requête Sparkle va vous permettre de sélectionner dans un gros paquet de données uniquement les informations dont vous avez besoin. Donc, vous pouvez récupérer que l'équivalent de notices portant sur un sujet, par exemple, et à l'intérieur de ces notices, vous n'avez besoin que de certains éléments descriptifs. Vous n'avez pas forcément besoin de tout. Vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a la mention d'illustration en couleur ou pas, ou la pagination. Vous avez peut-être juste besoin d'informations plus basiques. Ou peut-être vous faites vraiment une recherche particulière qui va vous conduire à n'utiliser que ces infos et que ces champs particuliers. Donc finalement, vous avez l'équivalent de la combinatoire de la grande base de données de l'Intermark, mise à disposition en RDF. Vous cochez ce dont vous avez besoin et c'est ça que vous allez télécharger dans votre contexte d'utilisation. Donc quand je vous parlais de production, diffusion riche ou pauvre, pour moi, ça c'est une démarche qui va vraiment permettre de faire du sur-mesure sans pour autant faire des choix qui anticipent ou qui préjugent de l'usage qui sera fait de l'information. Alors, bon, c'est dommage, je ne voulais pas montrer, mais vous connaissez peut-être, vous irez voir. Je voulais revenir un petit peu sur où on en est, quelques chiffres concrets sur est-ce que ça marche et où on va avec cette approche-là à la BNF. D'abord, les chefs sont contents tout simplement parce qu'on a des bons chiffres de consultation. Bon. Il y a encore 2 ans, DataBNF, c'était 2000 visites par jour. Aujourd'hui, on est plutôt sur 13 000. Et c'est dans le top 3 des applications les plus consultées de la Bibliothèque nationale. Donc c'est assez rare parce que DataBNF a vraiment été lancé comme une preuve de concept, c'est le terme à la mode, avec un tout petit budget et assez peu de moyens et 1 personne et demie en 2011. On est en 2015 et aujourd'hui avec toujours un budget qui finalement, combien coûte DataBNF? Ça coûte 100 000 € par an, voilà, à travers un marché qui a été confié à une société qui s'appelle Logilab et une équipe de 3 ETP. Et en fait, avec ces ressources qui, pour la BNF, sont relativement modestes ou raisonnables, on arrive à des scores d'audience qui sont bien supérieurs à d'autres applications qui mobilisent beaucoup plus de ressources. En même temps, ce qui est très intéressant, c'est que, d'une part, 80% des visites qui viennent sur DataBNF viennent de gens qui ont tapé une requête dans un moteur de recherche. Donc, principalement Google, mais aussi Bing ou d'autres moteurs. Ce qui veut dire qu'on a atteint vraiment notre objectif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, généralement, ne connaissaient pas la BNF. On a aussi fait un certain nombre d'études d'usage et qui sont tombés par hasard sur des ressources de la bibliothèque alors qu'ils cherchaient tout simplement sur Internet. Donc c'est exactement ce qu'on souhaitait. Et cette proportion de 80%, elle reste assez stable dans le temps depuis 3 ans. Donc là, c'est ça qui fait que j'ai l'espoir que Victor, cherchant un bouquin de maths, un jour tombe sur une de ces ressources en première page de Google. Mais alors, ce qui est aussi très intéressant, et aussi d'un point de vue interne, c'est que on a à peu près 60%, ce chiffre n'apparaît pas sur la diapo, des requêtes sur DataBNF qui aboutissent à un rebond vers une autre application de la BNF. Donc,
principalement Gallica, mais ça peut être aussi les catalogues plus spécialisés. Ça veut dire que c'est une application qui va permettre de donner de la visibilité, mais qui va rabattre en fait du public vers d'autres applications de la bibliothèque et du coup leur apporter de l'audience. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi expliquer en interne que ce n'est pas un nouveau catalogue ou quelque chose qui se substitue au catalogue, mais une sorte de facilitateur ou de hub qui va en fait créer de la fluidité, du trafic et de l'attention vers d'autres applications maison. Donc, c'est vraiment son rôle de carrefour finalement. Aujourd'hui, puisqu'une des limites du produit, c'est qu'on n'a pas la totalité des données du catalogue général de la BNF qui sont dans Data BNF. On est avancé progressivement, puisqu'à chaque fois, il faut retraiter l'information, c'est du travail. Mais on est arrivé à peu près à 80%. Et donc, à l'été prochain, on aura normalement une couverture de l'ordre de 100%. Et donc là, on pourra vraiment être ISO-fonctionnalité ou ISO-contenu et parler sérieusement de traitement de données à grande masse avec une certaine complétude d'information. J'espère que je ne vous saoule pas trop. Je vais un peu vite, mais c'est parce que j'ai peur de ne pas arriver au bout. Aujourd'hui, en fait, du coup, on arrive à une phase de développement du produit qui est une phase de maturité. Notre objectif, c'était d'arriver à ce 100% avec des scores d'audience qui nous permettent de démontrer qu'on avait fait la preuve que c'était une approche pertinente. On a à peu près atteint cet objectif aussi d'un point de vue politique. Et du coup, on est en train de rêver à l'étape suivante, de manière assez ouverte, assez créative. Et donc, ce produit que je vous présente, on voit aujourd'hui 4 axes en fait, de développement. Et c'est aussi autour de ces axes, pour moi, c'est très intéressant d'avoir de retours de la part d'usagers de différentes communautés et d'utilisateurs, notamment d'utilisateurs du monde de la recherche. Donc si à l'issue de cette rencontre un peu bref et dans le domaine des mathématiques, ça vous inspire ou vous faites des rencontres avec des chercheurs qui font en particulier du metadata mining, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir des retours de votre part parce que ça peut aider à nourrir la réflexion, à inspirer la réflexion sur l'avenir du produit. Le premier point, c'est qu'on s'est rendu compte que pour un produit, enfin un service en ligne particulier, databnf.fr, on avait développé une intelligence sur les données, qui est en gros de l'intelligence algorithmique, qu'on pouvait parfaitement utiliser à la BNF dans d'autres contextes d'utilisation et pas forcément pour ce produit. Et donc finalement, cette petite preuve de concept est devenue un des axes principaux qui va nous permettre de éphérbériser tous les catalogues sources. Donc cette technologie et aussi cette compétence qu'on a développée là-dessus, eh ben, on va la recycler en interne pour beaucoup d'autres projets. Donc c'est une machine à éphérbériser, à regrouper, à aligner. Et pour moi, Louis Clé évoquait un certain nombre de possibilités pour l'évolution du métier de bibliothécaire. Pour moi, c'est extrêmement intéressant de réfléchir du point de vue du métier, comment finalement un catalogueur ou quelqu'un qui fait du contrôle qualité, l'équivalent d'un administrateur SUDOC par exemple dans un établissement, va devenir quelqu'un qui aura à sa main un certain nombre de techno-algorithmiques pour faire du traitement de correction finalement semi-automatisé ou des rapprochements entre données qui vont lui permettre de travailler de manière plus économique à plus grande échelle avec d'autres outils sur finalement du grand nettoyage de données ou du retraitement de données. Donc ça pour moi c'est un axe métier extrêmement important. Par ailleurs, les gens qui réutilisent nos données, en fait aujourd'hui ils veulent des données éphérbérisées. Donc c'est impératif d'aller vers ce chantier qui prendra du temps. Donc cet axe de développement, c'est finalement l'axe un peu usinage de données de data BNF qu'on va développer plutôt dans le back-office. Le deuxième axe qui me passionne complètement et qui peut vous intéresser aussi par rapport à vos contacts avec les chercheurs, c'est finalement d'aller vraiment du côté de la fouille de données et de la data visualisation. Les deux sont très liés. Je montrerai juste après 2 petits exemples là-dessus. C'est-à-dire considérer que le catalogue n'est plus seulement un outil pour trouver quelque chose qu'on cherche, mais un ensemble de données dont le volume, la structure et les contenus est lui-même une base de données pour illustrer un propos, pour comprendre un phénomène, pour l'analyser. Donc je finis sur les 2 autres axes qui sont plus des prolongements, c'est accompagner les réutilisations. Je vais revenir juste après sur la data visualisation. Sur les réutilisations, là c'est un petit peu politique, vous avez des institutions qui ouvrent leurs données, qui publient et qui disent « Ah bah c'est super, mais en fait personne ne nous réutilise parce qu'en fait le principe de l'open data c'est que vous ne laissez pas de traces en fait. » Et donc on ne sait pas si ça marche et puis finalement on publie puis on se fait un peu piller en étant un peu généreux mais on ne va pas plus loin. Donc en fait je crois que pour les bibliothèques il faut être extrêmement proactif dans l'innovation. Il ne faut pas se contenter de publier ces données, il faut aussi soi-même être partie prenante de la réutilisation des données pour la fabrication d'applications.
D'accord ? Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à la BNF, c'est d'accompagner nos réutilisateurs, on en a beaucoup, pour savoir ce qu'ils font, mais aussi orienter la manière dont ils développent les services pour qu'ils n'arrivent pas à un point où ils nous les revendent. C'est ça, c'est un petit peu la prise de risque avec l'open data. Donc pour ça, il faut garder une compétence au-delà de la publication de données sur l'ingénierie de la réutilisation. Et le dernier axe, ça fait écho à des choses que Louis Clé a évoquées, c'est-à-dire d'un point de vue institutionnel. Vous avez bien compris qu'un axe majeur, ça va être un axe national. Et donc, ce sur quoi nous travaillons, mais aujourd'hui, c'est-à-dire cette semaine, la semaine prochaine, c'est l'idée d'un rapprochement de toute la production des référentiels, donc des fichiers d'autorité, entre la BES et la BNF, mais conversations qu'on élargit aussi aux archives nationales de France ou à des institutions comme la DILA pour l'information gouvernementale. Donc, on a vraiment une orientation stratégique qui se détache, qui a été validée au niveau des tutelles, pour vraiment revoir les grandes séparations historiques et institutionnelles pour faire de la coproduction de données, en commençant par les données d'autorité qui concernent les personnes et les collectivités. Voilà. Et puis, d'autres tiers de confiance, c'est aussi au niveau international, avec des acteurs internationaux, des bibliothèques nationales étrangères, des consortiums, etc. Alors, je reviens là-dessus parce que ça me botte bien. Ça, c'est un article qui est sorti dans Hypothèse, sur un blog d'hypothèse.org il y a très peu de temps, il n'y a même pas un mois. Son auteur, c'est Frédéric Glorieux. Il est dans un LabEx qui s'appelle Hopeville, qui est partenaire de la BNF. Et on a découvert cet article, on a trouvé ça fantastique avec la petite équipe qui fait Data BNF. En fait, lui, il a pris le dump de Data BNF, il l'a manipulé, il l'a bidouillé, et il a essayé, à partir de la totalité des données du catalogue général de la BNF, de croiser ça avec une analyse historique sur finalement l'histoire des auteurs en France. Donc là, je vous ai juste mis des exemples, mais vous pourrez aller voir son article qui est bien, parce qu'en même temps, il est très modeste. Il émet des hypothèses, il tente des choses, il ne dit pas que c'est forcément vrai, mais il montre que si on faisait de la science avec des données de catalogue en utilisant ce type de techno, voilà ce que ça ferait, et voilà le type de questions que ça poserait. Donc par exemple, il s'est intéressé aux femmes, à savoir la part des femmes dans les écrivains, et pour ça, il part des notices du catalogue, où on peut retrouver le genre en fait, de l'auteur, sa date de naissance, qui est un élément important de sa notice d'autorité, et éventuellement des corrélations avec sa production, et puis la date de mort. Et donc vous avez en fait, là-bas par exemple, vous pouvez voir la manière dont la femme a surgi de manière très nette à partir de 1860, et quantitativement, dans la production littéraire. Un autre exemple, c'est la part des auteurs dans la production, dans la population totale, donc qui croisent avec des données démographiques qui ont d'autres sources. Donc c'est aussi l'intérêt de ce type de traitement, c'est de croiser des silos de données qui n'étaient pas du tout mis en relation. Et donc on va voir qu'en fait, globalement, il y a de plus en plus de gens qui écrivent et que ce n'est pas simplement en correspondance absolue avec l'évolution de la population. Il y a plein d'autres analyses intéressantes. Il analyse, est-ce qu'au moment de la Révolution française, est-ce que, par exemple, comme il y avait beaucoup d'aristocrates qui étaient aussi des écrivains et des producteurs dans le catalogue, est-ce qu'on leur a coupé la tête et du coup il y a un arrêt brutal de la production. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà. Ça, c'est un autre exemple qui vient de Nice, pour le coup. Vous connaissez peut-être Étienne Cavalier, qui s'intéresse aussi beaucoup à ces questions-là. Voilà, typiquement, c'est juste une illustration. Quand René Girard est décédé récemment, un peu comme un hommage, il a été utilisé des données, notamment les données du catalogue de la BNF, mises à disposition dans Data BNF. Vous voyez rien, je pense, mais vous comprenez l'idée générale. C'est en fait une sorte de graphe, de visualisation, qui met en relation tous les éléments qu'il a pu glaner, raccrocher autour du nom de René Girard, depuis des données bibliographiques. Voilà. Donc c'est à la fois des sujets donc, qui permettent de retrouver une sorte de panorama conceptuel des sujets qui ont été brassés tels qu'ils ont été indexés par les bibliothèques dans les catalogues, ou sujets associés à des auteurs eux-mêmes associés parce que critiques d'eux, etc. Et donc tous ces liens qui étaient jusque-là vraiment emmagasinés, un peu prisonniers, aux seules fins d'être lus par des machines qui étaient des catalogues, qui étaient l'héritage d'une technologie des années 80. Du coup, on les redéploie pour proposer une exploitation de ces données qui peut être une exploitation scientifique, voire esthétique, dans un contexte complètement nouveau. Voilà, je crois que j'ai quasiment plus de... Non, j'ai plus de temps en fait là. Non, voilà. Donc voilà, il y a différents types de réutilisation et j'avais plein de questions à partager avec vous que vous retrouverez à autre. Ce que je voudrais dire pour conclure,
c'est que je crois que ce que vous avez compris, et peut-être à l'image, on regarde de l'image peut-être un petit peu faisandée de la BNF que vous a donnée Louis tout à l'heure, avec ces lourdes portes et ces gens qui s'endorment dans une concentration absolue. Je voudrais vous faire passer un message d'ouverture de cette institution, pas seulement du point de vue des données, mais aussi de la manière d'envisager son positionnement dans un écosystème d'acteurs beaucoup plus large. Voilà. Et là, je sors de mon sujet proprement parlé, et je reviens à mon point de départ aussi sur le sens et l'utilité des bibliothèques. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment penser la bibliothèque dans un écosystème et dans un jeu de relations et d'échanges beaucoup plus vaste. Là, j'ai pris ceux qui moi, concernaient ce projet et mon positionnement aujourd'hui et les choses sur lesquelles je travaille. Je crois beaucoup au crowdsourcing, aux métadonnées sociales. Le fait de mettre en relation DataBNF et Wikipédia, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je crois beaucoup au décloisonnement institutionnel, c'est-à-dire du point de vue d'un usager, qu'une ressource vienne d'une bibliothèque, d'un musée, d'un organisme de recherche ou d'une archive, j'en ai rien à faire. Enfin, ce que je veux, c'est qu'on me permette de naviguer à l'intérieur de ça, donc avoir une logique tirée par la demande et non pas par l'offre et l'organisation et les institutions. Et puis, les éditeurs, je pense, même si les relations passent forcément par des négociations, sont un élément essentiel de la nouvelle donne économique autour de ces données, parce que si on veut pouvoir travailler sur ces référentiels et ces autorités, il faut absolument qu'on récupère davantage de données à la source et qu'on puisse ensuite les libérer également. Voilà. Je crois que j'ai fini, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.